Voilà, je vais vous lire la suite du bouquin. L'objectif du World Wide Web est de faciliter l'échange d'informations entre les chercheurs des équipes internationales menant leurs expériences au CERN. D'ailleurs, un outil de gestion de documents électroniques utilisant le web, le Engineering and Equipment Data Management Service, est mis en place dans ce but. L'interconnexion de réseaux d'opérateurs indépendants qui utilisent les standards d'Internet s'organise à partir de 1991 la coentreprise commerciale Internet Exchange, CIX, est créée à cet effet initialement pour les réseaux PSINet, CERFnet et Alternet. Ceci marque le début de l'Internet commercial mondial et ouvert à tous. Le premier site web est mis en service en 1991 et le 30 avril 1993 marque le passage officiel du World Wide Web dans le domaine public. En septembre 2014, l'espace web connecté à Internet dépasse 1 milliard de sites en ligne pour près de 3 milliards d'internautes. Le nombre de sites d'internautes, de courriers envoyés, de recherches effectuées sur le moteur de recherche Google est en augmentation permanente, son impact environnemental est grandissant. L'arrivée d'Internet et de sa quantité massive de données va redonner une vie aux développeurs d'intelligence artificielle. Si la capacité de calcul est un élément important, les données sont le carburant essentiel au bon déroulement des algorithmes d'apprentissage. Internet est rapidement devenu la plus grande base de données au monde et une plateforme d'échange de données qui a permis l'apparition du big data et de fait le renouveau de l'intelligence artificielle. L'algorithme d'apprentissage et big data, deux des trois piliers de la nouvelle intelligence artificielle, sont donc aujourd'hui fortement liés. L'approche la plus courante est celle de l'apprentissage supervisé et présentée à un système algorithmique apprenant un grand ensemble d'entrées associées à des étiquettes par exemple, des objets avec leurs catégories, et le système ajuste ses paramètres internes, on parle de poids jusqu'à pouvoir classifier des exemples non encore présentés, faisant ainsi preuve de capacité de généralisation. Les réseaux de neurones sont de tels systèmes, ils se construisent un modèle interne du monde qui leur est présenté à base d'extracteurs de caractéristiques et de classifieurs simples. Cet apprentissage nécessite une intervention extérieure pour que les règles d'apprentissage soient appliquées. Un enseignant fournit des cibles désirées pour chaque motif d'entrée et le système apprenant se modifie en conséquence. A contrario, l'apprentissage non supervisé se fait sans enseignant guidant le système. Ce dernier doit se forger lui-même ses propres catégories de l'espace des motifs d'entrée, le plus souvent sur des bases statistiques. Entre les deux apprentissages semi-supervisés, travaille sur des données dont certaines sont étiquetées et d'autres non, ce qui peut améliorer les qualités de chacune des approches prises indépendamment. Le co-apprentissage est un sous-ensemble de cette classe à base de classifieurs travaillant sur des caractéristiques différentes et idéalement indépendantes et communiquant sur leurs résultats. L'apprentissage hétéro-associatif apprend à associer des formes de sortie à des motifs présentés en entrée. L'apprentissage auto-associatif permet de reconstituer un motif incomplet présenté en entrée et qui n'a été évoqué. L'apprentissage par renforcement est pour sa part un type spécial d'apprentissage supervisé. Très peu d'informations est donnée au système et notamment aucune sortie désirée. Un jugement est émis sur les performances du système, à lui de se modifier pour que les jugements reçus soient de plus en plus positifs. Il ressemble cela à des techniques d'apprentissage réservées aux animaux, combinées à l'apprentissage profond. Il a permis fin 2015 la victoire par AlphaGo contre le champion européen. Le jeu de Go est beaucoup plus complexe que les échecs. Si donner une estimation précise du nombre potentiel de parties d'échecs avait été compliqué pour le jeu de Go, dont les chiffres varient de 10 puissance 172 à 10 puissance 762, c'est encore moins précis. C'est à ce moment que le machine learning peut briller face à un humain. En faisant analyser 30 millions de coups extraits de 160 000 parties pour sophistiquer son apprentissage, et en fait jouer plusieurs instances les unes contre les autres pour parfaire le modèle, il est possible de parvenir à un niveau de spécialisation inégalable par un être humain, même 18 fois champion du monde. Trois types d'intelligence artificielles existent. Intelligence étroite, ANI. Faible ou artificielle. Une IA faible ou étroite est un type d'IA qui exécute des tâches assignées en utilisant l'intelligence. C'est la forme la plus courante d'IA disponible dans les industries d'aujourd'hui. L'IA étroite ne peut pas fonctionner au-delà de ce qui est assigné au système. En effet, il est formé pour effectuer une seule tâche spécifique.
ANI représente toutes les machines d'intelligence artificielle créées et déployées jusqu'à ce jour. Tous les systèmes artificiellement intelligents qui peuvent effectuer une tâche dédiée de manière autonome en utilisant des capacités semblables à celles d'un humain entrent dans cette catégorie. Comme son nom l'indique, ces machines ont des responsabilités très limitées. Le Siri d'Apple, par exemple, est un exemple pour Narrow AI.Siri est formé pour exécuter un ensemble illimité de fonctions prédéfinies. D'autres exemples incluent les voitures autonomes, les systèmes de reconnaissance d'images et de paroles. La catégorie des systèmes complexes artificiellement intelligents faisant appel à l'apprentissage en profondeur et à l'apprentissage automatique fait partie de la catégorie des systèmes d'intelligence artificielle étroites. Ces machines sont classées dans les machines réactives et à mémoire limitée, ce qui est traité en détail dans cet article. Intelligence artificielle générale, AGI. L'intelligence artificielle générale est un type d'IA capable d'exécuter toute tâche intellectuelle en tant qu'être humain. Les machines AGI sont conçues pour concevoir, apprendre et fonctionner entièrement comme des humains. En outre, l'objectif de la conception du système AGI est de créer de multiples compétences qui peuvent réduire considérablement le temps nécessaire à la formation de ces machines. En résumé, les systèmes AGI sont des machines capables de reproduire des capacités multifonctions humaines. Actuellement, des chercheurs du monde entier tentent de concevoir et de développer une telle intelligence artificielle comme il n'existe aucun exemple à ce jour. Il s'appelle General AI. Super intelligence artificielle, ASI. On peut décrire les systèmes super intelligents artificiels comme le zénith de la recherche sur l'IA. Ainsi est destiné non seulement à reproduire l'intelligence humaine à multiples facettes, mais également à disposer de capacités de mémoire, de traitement de données et d'analyse plus rapides. Il s'agit d'un concept hypothétique d'intelligence artificielle dans lequel des chercheurs tentent de développer des machines capables de surpasser les humains. Ceci est le résultat du General AI. L'homme est doté d'une conscience, ce que la machine ne peut obtenir, dire des algorithmes qu'ils tendent vers une forme d'intelligence, c'est manquer de discernement. Mais oser affirmer que ces derniers seront comparables à l'intelligence humaine se trouve dans une position insultante vis-à-vis de notre espèce. La pensée est interface entre l'environnement et la psychologie émanant de notre cerveau. Le monde est le moi, ce qui nous permet de nous représenter la réalité qui nous entoure lorsque nous sommes éveillés, mais la pensée est aussi présente lors de nos rêves, hors du champ de la réalité naturelle. Comment des scientifiques, philosophes, informations peuvent s'avancer en tenant des discours qui comparent l'homme et la machine comme si la comparaison était possible, alors que notre cerveau n'a pas encore révélé tous ses secrets. Les programmes, les logiciels ne sont que de simples gestionnaires de données. Ils sont conçus pour traiter de l'information permettant de nous simplifier certaines tâches, activités, résoudre des équations, traduire rapidement des langues étrangères, envoyer des courriers, analyser des vidéos selon des conditions prédéfinies. Passons maintenant aux biotechnologies. Les biotechnologies regroupent la génétique et la biologie moléculaire. La thérapie génique suscite de nouveaux espoirs avec les transferts et modifications des gènes, notamment avec CRISPR-Cas9 analysé dans un précédent chapitre, y compris chez l'embryon. La biologie de synthèse dévoile des horizons insoupçonnés. Les chercheurs bidouillent les micro-organismes pour leur faire produire des médicaments, des carburants, des colorants, des éléments cosmétiques. Des grandes coupes comme Total, BASF, DuPont, Syngenta et bien d'autres investissent dans cette révolution des biotechnologies. One World Health a piloté le travail sur la production de l'acide artémisinique à partir de levures génétiquement modifiées cultivées dans de grands fermenteurs. Le tout est financé par la fondation Bill Gates et la souche de levure a été cédée à la société pharmaceutique Sanofi. Cette dernière en a mis au point la production industrielle en 2013 dans son usine italienne de Garezzo. Le produit naturel obtenu à partir de l'armoise annuelle Artemisia nua, plante d'origine chinoise. Le produit naturel est vendu entre 120 et 1200 $ le kilo, tandis que celui de Sanofi a un coût de revient de 400 $ le kilo. Le médicament standard utilisé aujourd'hui contre le paludisme transmis par un parasite de type Plasmodium, il s'agit d'un produit à base d'artémisinine de synthèse ACT pour Artemisinin Based Combination Therapy
qui engendrent des résistances du plasmodium, notamment en Asie du Sud-Est, dans le bassin du Mékong. Ce produit remplace les traitements traditionnels à base de tisane d'Artemisia annua, armoise annuelle. Or, des tests récents réalisés notamment par la biologiste britannique Pamela J. Withers de l'Institut Polytechnique de Worcester avec des comprimés en poudre de plantes dessiquées, DLA pour Dried Leaf of Artemisia annua, indique une efficacité bien meilleure de la potion à base de feuilles d'armoise qui parvient même à sauver des vies là où le médicament officiel échoue. Pour revenir rapidement sur les trafics d'organes, nous voyons ces dernières décennies des entreprises qui travaillent à l'élaboration d'organes artificiels. Des entreprises de biotechnologie ont concentré leurs recherches sur la production de tissus cellulaires et la fabrication d'organes humains. Les hôpitaux utilisent désormais de la peau artificielle qui a poussé par culture cellulaire en laboratoire pour traiter les grands brûlés dans tous les États-Unis. Les sociétés pionnières dans ce domaine sont Advanced Tissue Science de la Jolla en Californie et Genzyme Tissue Repair de Boston dans le Massachusetts. Les chercheurs espèrent remplacer les greffes par des organes artificiels. D'ores et déjà, les recherches permettant de produire les valves cardiaques des seins, des oreilles, des cartilages, des nez et d'autres organes du corps humain sont bien avancées. Le but est de fabriquer des organes au lieu de simplement les déplacer, explique Robert Langer et le docteur Joseph P. Vacanti, responsable de la plupart des innovations dans ce nouveau domaine. Source Langer, Robert et Joseph P. Vacanti, Artificial Organs, Scientific American, septembre 1995, page 130. Langer et Vacanti ont commencé à travailler ensemble en 1984 alors que Vacanti était chirurgien à la Harvard Medical School et que Langer était ingénieur chimiste au MIT. Voici comment deux hommes expliquent ce processus. Grâce aux méthodes de conception et de dessin assistées par ordinateur, les chercheurs donneront à la matière plastique la forme de couches étroitement imbriquées imitant la structure de tel ou de tel type de tissu ou même d'un organe. Ces moules seront alors traités avec des mélanges spéciaux permettant l'adhésion et la prolifération des cellules, puis les surfaces ainsi traitées seront ensemencées de cellules. Ces dernières vont se diviser et s'assembler pendant que la matière plastique va se dégrader. Enfin, seul restera un tissu cohérent, définitif, que l'on implantera sur le patient. Source Langer, Robert et Joseph P. Vacanti, Artificial Organs, Scientific American, septembre 1995, page 131 à 132. Une entreprise de Boston, Organogenesis, se vante de pouvoir fabriquer 2 hectares de peau à partir de quelques cellules prélevées sur un prépuce humain. Source Langer, Robert et Joseph P. Vacanti, Artificial Organs, Scientific American, septembre 1995, page 62 à 63. Des sociétés comme Organogenesis sont en train de faire la preuve qu'un organe en état de fonctionnement peut se développer sur un moule en polymère à partir de quelques cellules seulement. Celles-ci ont en effet une forte propension à s'organiser elles-mêmes, la régénération de leurs propres tissus, et selon Langer et Vacanti, sont capables de communiquer entre elles dans une culture à 3 dimensions, en utilisant les mêmes signaux extracellulaires qui guident le développement des organes in utero. Langer et Vacanti, Artificial Organs, art.site. Page 132. David Mooney, ingénieur chimiste à l'Université du Michigan, et le docteur James Martin du Carolina Medical Center cultivent des cellules mammaires en laboratoire. Ils espèrent parvenir bientôt à ensemencer un moule en 3 dimensions, affectant la forme d'un sein et constitué de cellules mammaires pour l'implanter et reconstituer la poitrine d'une femme. Les cellules ainsi fabriquées continueront à se développer sur le moule jusqu'à ce qu'un sein neuf vivant se constitue. D'autres chercheurs se livrent à des expériences dans différentes régions des États-Unis pour créer en laboratoire des poumons, des cœurs, des foies et des pancréas à partir de cellules humaines. Contrairement à la pratique établie,
La médecine régénérative cible spécifiquement le patient et la cause sous-jacente de sa maladie en réparant, remplaçant ou régénérant les cellules endommagées. L'idée n'est pas récente puisqu'elle est dans l'air depuis les années 30. Mais il nous a fallu plusieurs décennies pour en arriver là. Où nous sommes aujourd'hui, observe le docteur Atala, il y a encore 30 ans à peine, explique-t-il, la plupart des cellules humaines ne pouvaient être cultivées qu'à l'intérieur de l'organisme. Nous sommes aujourd'hui à un point où nous savons cultiver des cellules humaines et aussi comment les faire croître à l'extérieur du corps. Voilà. À très bientôt pour une prochaine vidéo.